Eh bien, je pense que cette année, en termes de scénario positif, les supporters du Barça ont vraiment très bien mangé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Barça Celta Vigo. Match très important pour la dernière ligne droite en Liga, pour ce titre de champion. Le Barça avec cette victoire, une victoire qui a été très compliquée avec un scénario rocambolesque, prend 7 points d'avance sur le Real Madrid, sachant qu'il reste encore un Classico. Donc, c'est une très belle opération, sachant qu'en plus demain, le Real va affronter l'Athletic Bilbao, qui n'est pas forcément une victoire garantie vu le niveau actuel du Real. Mais je vais pas vous mentir, moi je vous avoue tout les gars, je vous dis tout, de base je n'avais pas prévu de débriefer ce match parce qu'il était un petit peu en parallèle avec celui du PSG, donc bien évidemment j'avais prévu de débriefer celui du PSG. Le débrief d'ailleurs du PSG Le Havre sera aussi disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Mais le scénario était tellement fou, en fait j'avais un œil un peu dessus, tu vois, en double écran, et le scénario était tellement dingue avec la fin de match où là j'étais un petit peu plus dans le truc et j'ai vraiment regardé à fond. Ouais, vraiment un scénario dingue, et comme j'ai dit un petit peu en intro, c'est pas la première fois cette année que le Barça nous a donné ce genre de scénario complètement dingue. Encore un match où tu marques 4 buts, je sais même pas ça fait c'est le combienième. Bon, le truc qui est quand même inquiétant, et malgré cette victoire, là on va appeler ça un petit peu la victoire de champion, cette remontada qui peut t'offrir le titre, malgré tout ça, et malgré aussi la prestation de Rafinha qui fait doubler et 2 buts très importants, plus passe D dans un moment très compliqué pour le Barça. Malgré tout ça, je commence quand même à voir des signaux moi qui m'inquiètent du côté du Barça, défensivement, du côté aussi de la fatigue, du côté des blessures. Alors là sur ce match, tu as commencé en effectuant un turnover, mais là aussi c'est très inquiétant pour la suite, enfin pour cette dernière ligne droite, parce que ça va être très compliqué pour le Barça de continuer d'enchaîner en Liga avec le même 11 titulaire sans avoir de turnover, plus enchaîner la Ligue des Champions où, on le rappelle, tu vas affronter l'Inter, et face à l'Inter ça peut être très bourbier. Et moi je le vois, dès que le Barça fait tourner 2-3 joueurs du 11, c'est tout de suite moins bien, mais moins bien de manière assez stratosphérique, parce que quand t'enlèves 2-3 joueurs titulaires de n'importe quelle équipe, forcément ça va être moins bien, ou en tout cas ça va être différent, et très souvent différent négativement. Mais le Barça, tu prends un downgrade quand même assez conséquent, parce que finalement quand le Celta Vigo mène 3-1 avant la rentrée de Dani Olmo et de Lamine Yamal, mais en vrai c'est pas volé. Et même moi j'ai envie de te dire, bon après les buts marqués par le Celta c'est quand même des erreurs du Barça, des grosses erreurs d'ailleurs, sauf le but du 3-1 qui est plutôt beau, qui est une contre-attaque et tout, mais sinon enfin qui est plutôt beau, c'est sur un dégagement, et puis la défense qui oublie complètement Borja Iglesias d'ailleurs, qui a mis triplé, assez incroyable. C'est le premier triplé depuis, j'ai vu ça, c'est le premier triplé que prend le Barça entre guillemets à domicile. Bon, les anciens c'était au Camp Nou, mais là c'est à Montjuic, depuis Mbappé et Benzema. Donc Borja Iglesias qui est dans une bonne petite sphère. Mais ouais, mis à part le troisième but, et encore même là tu peux dire que c'est une petite erreur de la défense, parce qu'en fait ils étaient tellement hauts, ils ont laissé Borja Iglesias à la limite de la ligne, sauf qu'ils ont voulu jouer leur jeu dans le camp adverse, et là au bout d'un moment quand tu dépasses le milieu de terrain, là il n'y a plus de hors-jeu. Bref, il part, il finit bien. Mais le premier but, bon bah boulette de Szczęsny. Le deuxième but, boulette, ou en tout cas mauvaise communication entre De Jong et Inigo Martinez, si je ne me trompe pas. Donc ouais, défensivement, en termes de fatigue, en termes de turnover, et du coup aussi en termes de blessures, parce qu'on le rappelle, Baldé, bah, il est encore absent, il sera pas là pour la finale de Copa, et moi encore une fois j'ai vu un Gérard Martin. Alors il y a un peu de mieux par rapport au début de saison. Au début de saison t'as l'impression que c'était un clown qui jouait, mais Gérard Martin c'est très compliqué. On le rappelle, la finale de Copa, tu vas devoir jouer avec Rodrigo sur Gérard Martin. Si, bon, alors si t'as le Rodrigo de ces derniers temps qui est un peu en mode Casper le fantôme, ça va. Mais si t'as un Rodrigo qui a envie, qui est un peu en mode revanchard et qui est dans un bon soir, wow, Rodrigo face à Gérard Martin, ça peut faire très mal. Hein. T'as beau jouer le hors-jeu, tout ce que tu veux, ça va te faire très mal. Et puis il y a d'autres trucs qui commencent à inquiéter, hein. La forme physique de certains, comme j'ai dit, par rapport au turnover, et aussi il y a eu la sortie sur blessure de Robert Lewandowski. Alors bon, le truc qui, on va dire, peut te rassurer un peu, c'est que moi je trouve encore une fois que ces derniers temps, globalement, je trouve Lewandowski a fait un très gros début de saison, mais moi je trouve l'année 2025 de Lewandowski, il y a du bien, mais il y a aussi du moins bien, mais très souvent. Moi je trouve son année 2025 est pas ouf, et a contrario, t'as un Ferran Torres qui fait quand même plutôt le taf. Alors c'est des profils qui ont strictement rien à voir,
Lewandowski peut être capable de plus se connecter, de plus décrocher, de plus être dans la déviation et tout. Ferran Torres, lui, ça va plus être dans la profondeur et multiplier les appels et les courses. Maintenant, c'est vrai que face à l'Inter, ou même pour la finale de Copa del Rey, Del Rey, on met un petit peu d'accent, je préfère quand même avoir un Robert Lewandowski, même un peu moins bien, je trouve, sur cette année 2025, qu'avoir un Ferran Torres. Parce qu'un Ferran Torres, tu sais très bien qu'il peut avoir des limites sur notamment des gros matchs. Même si cette année, c'était face à l'Atlético, il avait fait une belle prestation. En tout cas, un des matchs face à l'Atlético, parce qu'il y en avait un autre, je crois que c'était le 4-4, où il en avait bicrave 2-3 en première mi-temps, qui était assez grosse avant de marquer au final. Et là, d'ailleurs, c'est lui qui lance aussi le match. Hein. Ferran Torres qui met le 1-0. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, moi, j'avais pas prévu de débriefer le match. J'ai le match sur le côté, je vois le Barça fait son début de match, Ferran Torres qui ouvre le score, en plus le but de Ferran Torres est beau. Je me dis bon bah le Barça va dérouler et là au final 3-1, 3-1 pour Celta Vigo et encore à la mi-temps il y a un partout. Mais je vous jure qu'à la mi-temps le 1 partout il est très gentil pour le Barça parce que le Celta Vigo a des occasions énormes. Et d'ailleurs pareil, tu perds 3-1. Bon là t'as la rentrée de Lamine Yamal et Dani Olmo qui font énormément de bien. Dani Olmo directement qui marque le 3-2 sur une passe D de Rafinha. Le 3-3 c'est passe D de Lamine Yamal, tête de Rafinha. Le centre de Lamine Yamal est absolument magnifique. Mais à 3-3, juste avant le penalty, genre peut-être 2-3 minutes avant le penalty en fin de match de Rafinha où moi je trouve qu'il y a penalty, j'ai pas de scandale à dire là-dessus. Alors je trouve que Dani Olmo joue très bien le coup parce qu'en fait il peut rien faire. Après c'est le défenseur aussi du Celta Vigo qui est un peu bête, qui joue mal le coup en tout cas lui, parce qu'en fait Dani Olmo il est dans une situation où il sait qu'il est enfermé, qu'il peut rien faire, donc quand il sent le défenseur derrière lui sprinter sur lui, bah en fait ce qu'il fait c'est qu'il recule un peu son corps exprès pour se faire percuter et essayer d'obtenir le penalty, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est très bien joué, mais honnêtement il y a faute et le penalty est pour moi justifié. Pour moi il n'y a pas trop de scandale à faire par rapport à ça, mais juste avant le penalty, peut-être 3-4 minutes avant, t'as Oscar Mingueza qui a une occasion, mamma mia, oh là là, l'occasion d'Oscar Mingueza, l'occasion d'Oscar Mingueza, mais vraiment une occasion un raté de tocard, vraiment comme dirait un certain grand youtubeur. Non mais vraiment l'occasion de Mingueza est absolument effrayante. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça et que j'ai parlé un petit peu de la rencontre, on peut passer sur FotMob, ça va permettre de voir un petit peu d'autres aspects, de parler aussi de certaines individualités. Donc on le voit, hein, le but à la 98e sur penalty qui fait énormément de bien. Comme je dis, pour moi le penalty est justifié. Bon, en termes de domination, c'est parce que le Barça a eu énormément le ballon, donc voilà. Mais moi je vous le dis, sur la première mi-temps, la domination du Barça est clairement pas nette. Pour moi sur la première mi-temps, c'est kiff-kiff, voire même je mets le Celta un peu devant. En tout cas c'est le Celta pour moi qui a eu les plus grosses situations, les plus grosses occasions sur la première mi-temps. Et comme je dis, le 1-1 à la mi-temps est très bien payé je trouve pour le Barça. Parce qu'on le voit en plus au niveau des stats, alors certes 72% de possession à 28, ok, mais 2,46 de XG à 1,97. Donc on le voit en fait en termes de XG, donc de buts attendus, d'occasions créées, globalement c'est kiff-kiff. Donc le match nul était peut-être pas non plus tant une dinguerie que ça par rapport à la physionomie du match. On le voit même au niveau des grosses occasions, 5 grosses occasions pour le Celta Vigo à 4 pour le Barça. Donc il y a eu des situations énormes. Il y a eu des situations énormes de la part du Celta. Où d'ailleurs, le Celta Vigo, c'est une équipe il n'y a que des anciens Barcelonais quasiment. C'est-à-dire, t'as du. J'allais dire Xabi Alonso, pas du tout. Marcos Alonso. Voilà, t'as du Marcos Alonso, t'as du Moriba. Sur le banc, du coup, comme j'ai dit, t'as Mingueza. Il me semble qu'il y en a d'autres aussi, peut-être qui ne sont pas rentrés, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns des anciens du Barça dans cette équipe. Et ils ont failli du coup faire très très mal et priver potentiellement, pas le Barça du titre, mais en tout cas mettre un sacré frein pour la course au titre. Du coup, au niveau des prestats individuels, que dire, bon, le match de Lewandowski est clairement pas dingue. Ferran Torres y a son but. Rafinha il fait une première mi-temps qui est pas dingue du tout.
Mais alors par contre en deuxième mi-temps il s'active un peu plus et puis quand il y a la rentrée de Dani Olmo et de Lamine Yamal, bon bah tout de suite il retrouve un rôle qui lui convient bien mieux et puis là bah il est décisif et il te met doublé passe D. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux dire de plus? Peut-être pas le meilleur match de Pedri aussi, il y a eu quelques pertes de balles et tout. Pareil pour De Jong, alors il a mené le jeu etc, mais on n'oublie pas la grosse erreur quand même sur le deuxième but. Et puis derrière les latéraux qui ont quand même été mis en difficulté, hein. Koundé, moi je commence à sentir de la fatigue. Koundé, voilà, la stat de 78 matchs d'affilée, là, tu commences à le sentir, on va pas se mentir. Et puis Gérard Martin, j'en ai parlé un peu plus tôt, on connaît ses limites, mais tu vas devoir faire avec en attendant le retour de Baldé. Bon, j'espère que ce débrief vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.